Je vais demander à Charles-Antoine Gauthier, à Damien Fraisier, à Denis Lapetite et à Madame Chatila de venir me rejoindre à cette tribune. Merci d'être là. Il doit nous manquer... Voilà, parfait. Bien, comme tout à l'heure, donc, on essaiera d'aménager un petit peu de temps pour un échange avec vous. En tout cas, notre nouveau questionnement va être quel rôle pour chacun des acteurs dans le cadre d'un projet Smart Grid. Ces acteurs, ils sont extrêmement nombreux. On l'a déjà un petit peu supposé dès ce matin. Et surtout, avec cette question, comment et pourquoi engager un projet Smart Grid. On a vu qu'il y avait encore, là encore, ce matin, une marge de progrès importante. Alors, les invités qui ont accepté d'échanger et de débattre avec vous, je vous les présente. Madame Chatila. Bonjour à vous qui est responsable produit en charge de l'énergie chez Igenco, une société créée en 2009 qui travaille justement avec beaucoup de ces acteurs. Vous nous direz tout à l'heure comment et pourquoi. Charles-Antoine Gauthier qui représente un des acteurs centraux également que sont les collectivités territoriales. Vous êtes responsable du service contrôle des concessions d'énergie à la FNCCR qui est donc la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Fédération, je parle sous votre contrôle, qui a dû être fondée en 1934, c'est cela, et qui totalise 850 adhérents. Fédération qui veut être donc être un acteur de la transformation. Nous en parlerons avec vous tout à l'heure. Damien Fraisier, qui est chef du projet Écocité à GEG, Gaz Électricité de Grenoble. Alors, on a déjà parlé de Grenoble et également de GEG ce matin. Vous êtes un gestionnaire de réseau à Grenoble, donc autour de Grenoble et même, je crois, jusque dans le département du Doubs. Donc on se rapproche. Hein, vous nous direz comment se fait-il que vous travaillez aussi avec le Doubs. Denis Lapetite, qui est consultant chez Smart Energy, qui est une structure de conseil et de veille stratégique. Vous avez évidemment un regard acéré sur toutes ces questions, notamment sur l'ensemble des acteurs que nous avons réunis cet après-midi. Et c'est pour ça que je vais peut-être vous poser la première question. Avec un micro, saisissez-vous d'un micro. L'idée, c'est peut-être de faire un petit panorama de ce que sont les acteurs, une sorte de revue des troupes, si vous le permettez, la plus brève possible. Voilà, c'est à vous. Oui, donc j'ai préparé, je ne sais pas si le micro marche, j'ai préparé si, il marche, quatre slides, donc si on peut passer, cher opérateur. Vous n'avez pas le... Voilà, d'accord. Non, je ne me suis pas équipé de l'objet connecté. Désolé. Allez-y. Donc voilà, donc je pensais vous présenter deux mappings rapides, un regard, je ne sais pas s'il sera acéré ou un peu décalé peut-être, mais... Les deux me vont bien. Hein. Bon, d'accord. Et puis en plus, quelques idées sur les rôles. Donc ça, c'est un mapping un peu traditionnel, effectivement, de la filière décrite de manière pyramidale. Et en fait, quand on parle de smart grid, il y a quand même 3, voire 4 smart grids. Bon, il y a le smart grid de distribution et aussi de transport en amont du compteur. Et il y a ce nouvel objet donc, qui apparaît, qui est les compteurs intelligents, qui est aussi une infrastructure, hein, qui transmet des index par pas de 10 ou 30 minutes et qui peut aussi retransmettre vers le logement beaucoup plus fréquemment. Et puis, bon, il y a déjà eu beaucoup de déploiements dans les mondes industriels et tertiaires. Et puis, on a également l'aval compteur, qu'on pourrait aussi appeler la domotique connectée. Et puis tout en dessous, là, il y a, malheureusement, c'est pas très lisible, il y a le problème des usages et éventuellement de leur coaching, d'incitation au consommateur ou d'engagement du consommateur, sujet d'ailleurs qui ont été un peu évoqués aussi par les élus au début. Et donc, une des questions, c'est finalement, est-ce que les 3 smart grids sont relativement séparés ou est-ce qu'il y a des connexions entre eux? Donc, bien sûr, le thème de plusieurs projets pilotes en cours porte aussi sur les connexions. Les connexions ne sont pas forcément si fortes et leur potentiel n'est pas forcément si fort non plus. Alors j'ai oublié la deuxième colonne. Il y a une deuxième colonne qui cite d'autres acteurs qui sont les fournisseurs d'énergie, en fait, qui ne sont pas les producteurs, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois.
Il y a des agrégateurs d'effacement qui est aussi un peu un nouvel animal qui va se développer. Le stockage qui donc, grâce à nos amis de la Creux, a réussi à trouver des députés sponsors pour avoir une existence juridique, si j'ai bien compris l'exposé de ce matin. Et puis sur la domotique connectée, il y a quand même encore des débats techniques, industriels. Est-ce que la connexion doit se faire au tableau? Est-ce qu'elle doit se faire à la ligne avec d'ailleurs des appartements dont le câblage serait peut-être plus rationnellement structuré? Enfin, ça doit être le cas maintenant pour les nouveaux, à la prise, à l'appareil. Donc voilà. Donc ça, c'est une première vision avec un peu le comptage qui se trouve entre donc, le smart grid classique de distribution et puis ce futur possible smart grid d'objets connectés dans la maison. Bon, alors là, il y a une autre slide qui effraie beaucoup, mais en fait, je vous demande de la regarder comme une slide extrêmement simple. Le thème de cette slide, c'est que en fait, les smart grids, sur le plan du jeu d'entreprise, sont un peu le choc de trois univers. Et donc, vous avez trois univers qu'on pourrait même appeler enfin, un jeu de mots 3G. Vous avez l'univers des grandes utilities comme GDF Suez ou EDF plutôt d'ailleurs, mais qui est représenté par l'arc bleu. Donc, et alors, cet univers, avec aussi des alternatifs qui montent, a produit les effaceurs, qu'on peut dire, sont parfois rattachés à cet univers. Et ils ont aussi des filiales de services énergétiques qui sont dans l'économie libre, non régulée en aval, comme Dalkia, Cofeli, Ineo, Bouygues Energy Services, qui d'ailleurs est peut-être rattaché plutôt au quatrième monde des promoteurs que j'ai rajouté après sur la droite. Et les deux grands autres univers, vous avez l'univers vert, là, qui, certes, en France, on a des petits géants dans l'énergie comme EDF et GDF Suez. Je pense qu'en un sens, les géants du matériel électrique, qui sont des géants mondiaux et qui ont une vision, disons, très internationale, comme nous le rappelle, par exemple, souvent, enfin, bon, je ne vais pas faire de mauvaise ironie, mais Monsieur Trécoire, le PDG de Schneider, justement, installé à Hong Kong et qui a un regard très critique sur l'organisation française. Mais donc, vous avez donc ces géants comme Schneider. D'ailleurs, on aurait pu mettre un G aussi, parce que Schneider, c'est Grenoble. Et puis, vous avez General Electric, on est dans la vallée de l'énergie, Alstom, ABB, Toshiba, Legrand, donc qui prennent des initiatives, ou alors des sortes de sous-secteurs, comme le monde du cotage, le monde de la domotique, avec, par exemple, deux champions français d'un style un peu différent, comme Somfy et Deltador, qui ne sont pas forcément toujours encore si connectés. Et puis, vous avez eu donc cette apparition récente d'un troisième monde, enfin, qui n'était peut-être pas assez présent ce matin, sauf dans le dernier mot prononcé par M. Glujac, là, qui est le monde, disons, de l'Internet, des télécoms, qui crée éventuellement ses propres startups et ses propres solutions de domotique connectée, soit chez les opérateurs télécoms, soit chez Google. Et donc, dernière remarque sur cette flèche, cette slide, bon, qui peut vous pouvez vous amuser ensuite à remapper d'autres acteurs que je n'aurais pas cités. Mais donc, je pense qu'il y a quand même 4 grandes flèches. Bon, il y a 4 grandes dynamiques. Il y a la dynamique de la concurrence. Il y a la dynamique de la transition et des ENR, et puis peut-être de plus en plus locaux. Il y a la dynamique de la sévérisation, de la réglementation thermique et des diagnostics de performance énergétique. Et puis il y a cette dynamique effectivement de l'IoT. Bon, l'IoT, ça veut dire Internet of Things, parce qu'en anglais, on dit Internet des objets, mais les objets, on dit les choses, parce que objet, c'est autre chose. Et donc, c'est en fait... on pourrait dire les objets connectés, bien qu'il y a aussi une idée technique qui est qu'il y a un protocole Internet possible et que les objets connectés sont parfois quand même sur des protocoles propriétaires, mais parfois avec raison d'ailleurs. Enfin bon, l'IoT, je pense que tout le monde comprend dans le troisième monde, et vous, je ne sais pas si vous comprenez, mais bon, voilà. Alors ensuite, j'ai juste une slide qui n'est pas lisible, mais ça vous permettra peut-être de la lire à la maison, mais qui essaye de passer en revue qu'est-ce qui bouge finalement dans ce mapping précédent. Donc, je ne vais pas refaire la conférence de ce matin. Le dégrid bouge. Il y a donc quand même pas mal d'investissements, je crois, d'absorption de l'intermittence, d'autocicatrisation, de gestion
il devient peut-être moins redondant, enfin peut-être le sera-t-il encore moins si les dispositifs que propose la CRE de prendre en compte, faire évoluer des réglementations, passent. Ensuite, vous avez les compteurs. Donc les compteurs, effectivement, c'est une grande évolution qui va peut-être aider à l'effacement, sauf que le besoin d'effacement domestique il devrait disparaître puisque le chauffage électrique a été quasiment supprimé par la réglementation thermique. Donc ensuite, vous avez ce grand mystère des energy box, donc les energy box, c'est-à-dire la domotique connectée, donc, dont les attentes de déploiement finalement sont très en deçà de ce qu'on pourrait penser que ça puisse être. Donc, vous avez la production locale, la gestion opérationnelle locale, et vous avez tout ce sujet qui commence à monter beaucoup plus récemment et que j'essaye de lier un peu, c'est les dispositifs d'analyse et d'incitation. Donc vous avez l'idée de laisser s'exprimer le big data et de laisser s'exprimer une mise en pool de données pour des usages d'analyse et sur lequel peuvent aussi se greffer des incitations. Donc, je ne sais pas si vous avez lu la semaine dernière le rapport Lemoine, qui est le fruit de 6 mois de travaux là, commandés par le secrétaire d'État au numérique. Donc, le rapport Lemoine, d'ailleurs, critique tout à fait ma présentation, puisqu'il dit qu'il ne s'agit plus de faire des présentations contemplatives, mais de proposer des pistes d'action. Il propose 9 pistes d'action et 9 grands projets pour la France, et l'un d'eux, c'est la généralisation d'un green button, qui est un peu le concept de Watt et moi, c'est-à-dire la possibilité que toute personne ait accès à ses informations énergétiques propres sur un espace personnel ou sur le smartphone. Donc voilà, c'est des idées qui courent. Alors si je passe à la dernière slide, quel rôle pour les territoires? Il me semble que, sans trop justifier tout ça, parce que sinon on pourra peut-être en débattre, avec mes voisins. Donc il y a un aspect côté opérationnel, je pense qu'il y a des travaux d'ingénierie fine un peu qui se font dans cette naissance d'écoquartiers. La logique voudrait que, effectivement, comme nous y poussent certains des interlocuteurs ce matin, on sorte peut-être des pilotes et on trouve des solutions pour généraliser des pilotes. Bon, certains me disent que le pilote le plus intéressant de tous, c'est Nice Grid, mais je ne suis pas sûr que mes voisins soient d'accord. Voilà, donc c'est le fameux cri des industriels à la Commission européenne, no more pilot. Donc effectivement, Franche-Comté, est-ce qu'on fait d'autres pilotes ou est-ce qu'on essaye un déploiement plus large? Après, bon, il y a évidemment la responsabilité des territoires sur l'exemplarité de leur parc public de bâtiments en matière d'économie d'énergie qui peut avoir un effet d'entraînement. Et puis donc il y a ce nouveau côté analyse et connaissance où moi je propose un New Deal, là, un deal Smart Energy contre données pour l'analyse, c'est-à-dire que les collectivités locales ou les territoires plutôt s'engagent un petit peu dans l'incitation et l'aide à ce que des solutions de Smart Energy aval compteur se développent plus. Peut-être d'ailleurs, c'est pas financier, c'est de la communication, c'est bon, et qu'en échange, par contre, il y ait une sorte d'entrepôt de données big data qui puisse se faire pour analyser vraiment l'intérêt d'investissement et que ces flux d'analyse d'ailleurs conduisent un peu à un renouveau du calcul économique à la française, enfin, qui était la grande fierté de l'école économique française initiée par Marcel Boiteux à l'époque d'EDF et dont le récent prix Nobel français d'ailleurs était un élève. Donc il y a une possible, une possible synergie entre le développement de l'analyse et de l'incitation qui pourrait être liée au programme Big Data que lance le gouvernement. Merci pour cette première présentation en fait en introduction à cette table ronde, Monsieur Lapetite. Alors, on va peut-être essayer d'entrer rapidement dans le concret aussi avec vous, Charles-Antoine Gauthier. Voilà, prenez un micro. Alors, je le disais tout à l'heure, les collectivités, et on l'a dit aussi un peu ce matin, sont au cœur du dispositif. Peut-être c'est peut-être par elles que doivent commencer par passer les choses. Comment vous voyez justement votre rôle au sein de la fédération que vous représentez cet après-midi? Alors, juste un petit mot, merci de me donner la parole et de m'avoir invité à vos travaux. Je voulais excuser notre président, sénateur Xavier Pinta, qui devait intervenir lors de cette journée et donc faire mes excuses et le représenter dans ces discussions. Brillamment. Donc, simplement, pour présenter la FNCCR, on s'occupe effectivement, on fédère l'ensemble des collectivités dans le cadre du service public, notamment service public en réseau.
Et donc, on a des différentes activités qu'on a citées ce matin sur l'énergie, l'électricité, le gaz, l'éclairage public, mais aussi tout ce qui concerne les aspects développement économique liés au numérique, bien entendu, et puis tout ce qui est ENR, MDE et déchets. Et deuxième activité aussi fondamentale pour nous, qui est l'eau et l'assainissement. Et donc, par rapport à ça, on a une vision un petit peu plus élargie des discussions que nous avons eues ce matin, puisque dans le cadre de ces services en réseau et la multiplication des objets communicants, il nous semble fondamental dans cet aspect-là d'avoir une vision un peu moderne des services publics à l'appui de ces innovations que vous avez citées ce matin, qui vont tout à fait dans le bon sens et qui sont matures, comme on l'a dit, d'un point de vue technique. Alors pourquoi on est intéressé au niveau des collectivités dans ces aspects smart grid, smart energy? D'une part, puisque les collectivités sont autorités organisatrices de par la loi et par le Code général des collectivités territoriales. Ouais. Donc elles sont autorités organisatrices du service et elles le délèguent aux opérateurs nationaux. Alors on est encore en monopole sur l'énergie, l'électricité, avec principalement ERDF sur 95% du territoire, et puis sur 5% restants, on a les entreprises locales de distribution dont on a GEG ici à mes côtés qui pourront peut-être en dire un mot. Et surtout, dans ce cadre-là, du coup, les autorités concédantes et les collectivités locales sont garantes du service public. Et donc, garantes du service public, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin d'un échange et d'un dialogue avec les concessionnaires et délégataires afin que le service soit le meilleur rendu aux concitoyens que sont les administrés des élus qui sont ici présents parmi nous. Donc dans ce cadre-là, on a évidemment besoin d'informations et de données, et donc potentiellement du numérique et des éléments qu'on a présentés ce matin. D'une part, pour pouvoir contrôler les délégations de services publics. Deuxièmement, pour pouvoir renforcer le pouvoir concédant et piloter ces services publics. Ensuite, pouvoir les améliorer et planifier un certain nombre d'investissements et d'aménagements du territoire, puisque les collectivités, comme vous le savez, sont aussi aménageuses et ont quelquefois en plus en charge les problématiques d'urbanisme. Et là, l'urbanisme aussi, c'est fondamental, puisqu'on parlait tout à l'heure d'écoquartiers, de bâtiments à énergie positive, mais on retrouve dans les dimensions liées à la transition énergétique les territoires à énergie positive. Et nous, on se place en tant que fédération nationale dans un cadre qui a été évoqué également par la Commission de régulation de l'énergie, c'est-à-dire une péréquation nationale et une solidarité territoriale. Et dans ce cadre-là, on vise également, lors d'expérimentation Smart Grid, cet effet d'échelle et de péréquation aussi au niveau local. Donc on a un rôle fondamental, nous semble-t-il, pour les collectivités locales qui sont donc aussi propriétaires des ouvrages et qui doivent être partie prenante dans la dynamique des Smart Grids. Donc propriété des ouvrages, ça veut dire que dans le cadre des expérimentations et des développements qui sont faits, elles peuvent mettre à disposition les ouvrages pour que les parties prenantes, notamment les gestionnaires de réseau, les différents opérateurs, puissent aller vers les expérimentations dont on a parlé ce matin et qu'on continuera à mettre en avant après cette table ronde. Et pour nous, un dernier point central également, c'est tout ce qui concerne l'emploi. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, les bassins d'emploi, la vallée de l'innovation, etc. Ça a été rappelé par les élus et notamment le député en début d'ouverture de ce colloque. Il nous semble qu'il y a un élément fondamental et stratégique dans cette vision de l'innovation pour aller vers aussi un réancrage des territoires au niveau de l'emploi local. J'ai vu tout à l'heure aussi qu'il y avait des étudiants dans la salle. Il nous semble fondamental qu'on puisse aussi avoir, comme on dit, un peu de sang neuf et de stimuler les jeunes qui sont là et qui attendent aussi fondamentalement des ouvertures sur ces sujets qui sont en cours de maturation et en cours de développement. Voilà en première action ce que je voulais dire dans ce premier tour de table. Donc la fédération, vous considérez comme quoi alors, comme une sorte de force de proposition, un levier indispensable. Alors ça c'est au niveau de la fédération, mais les collectivités elles-mêmes, comment vous les sentez, si j'ose dire, de façon un peu triviale par rapport à notre sujet? Première question, donc la fédération regroupe également un certain nombre de parlementaires, donc députés et sénateurs, et qui sont assez actifs au niveau justement des commissions qui gèrent toutes les problématiques liées à la transition énergétique et la réorganisation territoriale qui sont en cours actuellement de discussion au Parlement. Ouais. Je crois que ce matin, il a été dit que les députés, voilà, ils ne saisissaient pas forcément suffisamment des dossiers, ne comprenaient pas tout, votaient pas, etc., etc.
Alors, je ne suis pas élu et je suis au service des élus. Et on pense que les services techniques et les services juridiques sont au service d'une politique. Donc, je vais simplement dire mon appréhension des choses de ce point de vue-là. Ouais. Il nous semble effectivement que quand on essaye d'avancer sur une loi, on fixe les grands principes et on fixe le cadre juridique pour sécuriser les élus. Ensuite, les volets techniques, qui sont certes très importants, doivent être plutôt traités de notre point de vue, au niveau des services en tout cas, après les politiques décideront, plutôt dans le cadre d'arrêtés ou de décrets d'application. Alors effectivement, on a vu qu'il y avait une relative urgence pour essayer d'avancer sur ces problématiques, et on se félicite que notamment la partie stockage soit prise en compte. On aurait aimé également, comme l'a dit Didier Lafaille ce matin de la Commission de régulation de l'énergie, que sur le volet véhicule électrique aussi, on ait une petite souplesse quant à la partie fourniture. On a bon espoir, il y a encore des travaux en cours. Le texte est pour l'instant en discussion au Sénat, il y a plus de 120 auditions qui sont programmées. On a bon espoir de faire passer aussi un certain nombre d'amendements dans ce cadre-là. Donc, sur l'aspect collectivité, la deuxième question, absolument. Je reviens sur vos propos. On sent, alors il est vrai qu'il y a eu un renouvellement électoral assez fort au sein de notre pays. Donc il y a une prise en place et une mise en poste de certains élus. On sent que maintenant les choses sont relativement installées. Certains qui étaient déjà en place continuent leur travail et sont moteurs sur le sujet, et on s'en félicite. Maintenant, nous, on pense qu'au niveau de notre fédération, et ça a été dit aussi ce matin, me semble-t-il, on a une nécessité impérieuse d'aller vers de la pédagogie, de la sensibilisation. Ça a été également évoqué par monsieur Alapetite tout à l'heure. Je pense que ce volet-là est fondamental pour qu'on dynamise les projets et qu'on aille ensemble avec un partenariat qui est nécessaire, puisqu'on voit quand même on arrive à une grande technologie et on a besoin de l'ensemble des parties prenantes pour y arriver. Voilà ce que je peux dire en première réaction. Merci. Et on sent quand même les élus qui sont volontaires sur ces questions-là, puisqu'on a derrière de l'innovation et de l'exportation, comme ça a été dit ce matin, avec un volet vers l'international. Vous sentez donc un intérêt grandissant au cours des derniers mois, si je comprends bien en fait. Tout à fait, tout à fait. Et D'accord. puis les débats actuels et les articles de presse sur le sujet sont florissants, et il y a beaucoup de sujets à traiter qui sont très intéressants. Donc il y a une dimension importante, c'est la proximité, et je crois que Damien Fraisier, vous pouvez peut-être nous en parler de cette proximité, parce que je crois que c'est aussi à partir de ça que vous travaillez à Grenoble au niveau de GEG. Un mot de GEG, qui est donc une entreprise locale de distribution. C'est ça, donc on est une entreprise locale de distribution et on est une entreprise intégrée. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on est présent dans le Doubs. C'est qu'on a plusieurs métiers. Ah. On a des métiers sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. C'est-à-dire qu'on est producteur, on est distributeur en gaz et en électricité, et on est fournisseur d'énergie aux tarifs réglementés et en offre de marché. Donc c'est au titre de producteur, effectivement, qu'on a des centrales hydrauliques dans le Doubs. Au titre de la distribution, donc on est présent uniquement sur Grenoble, donc vraiment Grenoble intramuros, pas la métropole. Et ensuite, on fournit aux tarifs réglementés les clients de notre zone de desserte, de distribution qui est Grenoble, et en offre de marché, en théorie partout en France. Ensuite, on a plutôt une vocation, nous, locale, d'acteur local. Et donc, on est plutôt présent en fourniture, en offre de marché, en tant qu'acteur local sur globalement la région. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des singularités de votre territoire, c'est que voilà, il y a pratiquement que des acteurs locaux. Sur Grenoble, effectivement, ouais. Donc on est, nous, présents en gaz, en électricité. La compagnie de chauffage urbain est aussi donc une SEM de la ville. GEG, je ne l'ai pas dit, mais c'est une société d'économie mixte. La compagnie de chauffage est aussi une SEM. Et on a donc Haute-Grenoble, qui est aussi une émanation de la ville. Alors les smart grids, vous les appréhendez, vous avez abordé le sujet comment, du coup ? Donc on l'a abordé par différents sujets. On a plusieurs projets Smart Grid, donc Greenlist dont on a parlé ce matin, donc qui est très typé électricité. Et on a un projet donc Écocité dont je suis responsable, qui a pris un autre axe d'analyse en disant on veut que ce soit un projet qui soit représentatif d'un déploiement cible. Donc on n'a pas fait de R&D matériel comme ça a pu être le cas dans Greenlist. On a pris du matériel qui existe. Et on voit maintenant ce qu'on peut faire avec ce matériel-là. Et on l'a pris d'un point de vue, effectivement, territoire, c'est-à-dire notre territoire de dessert, qui est la ville de Grenoble, en prenant toutes les énergies. Donc on a un lien avec, justement, la compagnie de chauffage urbain, Haute-Grenoble, Gaz et Lec, puisque, de par les différents projets qu'on a eus sur Grenoble, on s'est aperçu qu'effectivement, la valeur
Pour les clients finaux, c'était d'avoir une seule interface ou une seule facture avec l'ensemble des énergies. Et donc on a voulu reproduire ça dans l'écocité et voir comment on pouvait mettre ça en place. Donc l'idée, c'est des briques matérielles sur le terrain, donc des briques existantes. Donc on va mettre du comptage communicant en élec, en gaz, en chauffage urbain, en eau. On va mettre des box, donc on reparlera un peu tout à l'heure. Et on va instrumenter le réseau de distribution, enfin les réseaux de distribution au sens large, les bâtiments à différentes échelles, donc à l'échelle résidentielle dans l'appartement, donc via des box, à l'échelle du bâtiment lui-même, et à l'échelle quartier via les réseaux de distribution et autres. L'idée, c'est de remonter toutes les données sur une plateforme de monitoring territorial, et à partir de cette plateforme-là, de mettre en valeur la donnée et de la retranscrire aux différents clients. Et les clients, c'est les mêmes clients que ceux qui vont fournir la donnée. Donc le résidentiel dans son logement, le gestionnaire de bâtiment, public ou privé, donc bailleur, syndic, et ville, qui est un gestionnaire de bâtiment un peu particulier, et la ville à l'échelle du quartier ou de la ville ou de la métropole. L'idée, c'est que ce soit suffisamment générique pour qu'on puisse intégrer l'énergie de manière globale. Et donc la ville, effectivement, ça a encore derrière plusieurs cibles de clientèle, entre guillemets. Il y a le gestionnaire de bâtiment, il y a l'autorité concédante, il y a le service d'urbanisme, donc l'aménageur local, et il y a donc l'élu qui va suivre lui des indicateurs très macro, et il y a ensuite le côté lien avec le citoyen, donc effectivement avec aussi à Grenoble une opportunité d'ouvrir les données, puisqu'on a, donc suite aux dernières élections, une personne qui est en charge de l'open data. Et donc, voilà, quel est le lien, quelles données on veut transférer vers le citoyen et comment on la met en forme. Alors, donc il y a plusieurs expérimentations en cours. Donc, il y en a 2 en cours. Donc, il y a Greenlease et Ecocité. D'accord, donc ce sont les deux qu'Ecocité, ce n'est pas uniquement un projet GEG, donc c'est un projet beaucoup plus global qui est issu des investissements d'avenir Ville de demain. Donc c'est coordonné par la ville de Grenoble et la métropole, puisqu'on passe en métropole au 1er janvier. Et comment tout ça... On a la partie énergie du projet Ecocité en partenariat avec un industriel qui est Atos World Grid. D'accord, donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de partenaires. Je pense que c'est bien effectivement le sens du sujet. Absolument, et donc du coup, est-ce que tout le monde avance au même rythme? Enfin, voilà, comment se fait finalement la cohésion d'ensemble? Donc là aujourd'hui, nous on a pris parti pour les briques, enfin commencer à remonter de la donnée déjà. Donc c'est-à-dire qu'on part des briques basses techno qui existent, on les pose, on les met sur le terrain, on met les briques logicielles au-dessus, et là on en est à la phase où on commence l'installation du matériel sur le terrain. C'est-à-dire que les briques logicielles sont prêtes, on commence à instrumenter donc le terrain, et on est en lien avec les premiers clients, les premières cibles clients. Et cette première cible aujourd'hui, c'est la collectivité, en tant que gestionnaire de bâtiments publics et en tant qu'aménageur du territoire. Donc on va réfléchir sur un cas typique qui est l'aménagement d'une ZAC, en disant quel est l'état des lieux aujourd'hui de cette ZAC, des bâtiments, de la consommation, de quel réseau d'énergie est présent sur place, pour qu'ensuite on puisse amener une aide à la décision à la collectivité pour dire voilà, il y a tel réseau, si on construit tel bâtiment ou qu'on détruit tel bâtiment, il y a tel report d'énergie sur tel réseau, et comment on prend ça en compte, quelles sont les capacités d'accueil des réseaux, et du coup quel choix énergétique on fait à long terme, puisque ce matin on parlait des investissements, mais pour le gestionnaire de réseau, un investissement en réseau c'est 40-50 ans. Donc on ne peut pas non plus se permettre de construire des réseaux de partout sans savoir effectivement quel est le schéma directeur associé. Bon, en tout cas, on confirme ce qu'on présentait ce matin, c'est qu'il se passe énormément de choses à Grenoble. Vous êtes une des incarnations. Je vais faire un peu circuler la parole avec Madame Chatila pour Hygienco. Alors, comment vous vous situez par rapport justement au milieu de tous ces acteurs qu'on commence un petit peu à égrener au fur et à mesure? Bonjour à tous. Bonjour. Au sein d'Hygienco, nous développons une plateforme. Donc, nous sommes un acteur technique, un facilitateur technique, éditeur de logiciels. Donc, nous développons une solution pour en B2B2C pour la gestion de l'énergie résidentielle et de la maison connectée. Donc, notre solution, nous la mettons à disposition d'un certain nombre d'acteurs, donc des énergéticiens, qui soient fournisseurs, qui soient agrégateurs, qui soient distributeurs. Nous la mettons à disposition d'acteurs télécoms, par exemple, qui veulent lancer des offres énergie dans le cadre de leur offre utilisateur final. Nous la mettons à disposition aussi de retailers, par exemple, qui peuvent lancer des offres smart home, domotique, dans le cadre des offres sur le marché.
Donc vous travaillez sur... Quel est votre champ de votre terrain de jeu? Voilà, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus? Oui, alors on a développé tout un ensemble de services pour l'énergie, dans ce qu'on appelle nous l'Internet de l'énergie, autour de l'efficacité énergétique, du chauffage intelligent, de la gestion du véhicule électrique, de la microgénération. Donc tout un package de services qu'on met à disposition des utilities qui veulent créer un lien. Donc ce qu'on appelle nous, leur permettre d'enchanter l'énergie vis-à-vis de l'utilisateur final. Donc nous avons en fait les deux côtés. Un service pour le client final, donc l'utilisateur qui va avoir un ensemble de services pour pouvoir comprendre son énergie, récupérer un certain nombre d'informations. Donc ce matin, on a beaucoup parlé du client final. En fait, je passe le message, ces outils existent. Donc certaines personnes autour de cette table peuvent en témoigner. On a travaillé avec des sociologues pour créer ces services-là. On est parti d'un prisme utilisateur final. Pour répondre à quel type de questions, justement? Alors, justement, donc, qu'est-ce qui intéresse le client? Comment le client peut-il s'intéresser à son énergie? Donc ça, c'était le premier point qu'on devait résoudre. Comment il peut s'intéresser à cette donnée-là qu'aujourd'hui, il appréhendait uniquement au travers d'une facture et qu'il ne comprenait pas et qu'il estimait étant une commodité, tout simplement. Donc les différents travaux qu'on a menés avec les sociologues, ils nous ont permis d'arriver à un certain nombre de constats. Donc le premier constat, c'est ce qu'on appelle l'écologie maternelle. Autrement dit, comment je peux être un éco-consommateur sans sacrifier mon confort. Donc c'est une notion d'écologie, de dire comment je peux avoir des éco-gestes, comment je peux comprendre quels sont les postes qui consomment le plus, qui peuvent me permettre de réduire ma consommation sans pour autant sacrifier mon confort. Le deuxième concept auquel nous sommes arrivés est ce qu'on appelle le pragmatisme économique. Les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un kilowattheure. Par contre, ils comprennent ce que c'est qu'un euro. Donc leur donner une information uniquement ciblée sur une courbe de charge, etc., ça ne leur permet pas très bien de comprendre. Par contre, quand on leur dit ce que vous avez réalisé, ça va vous coûter de temps, ça va vous permettre de réaliser telle réduction sur votre facture, ça va vous permettre d'économiser tant de CO2, c'est-à-dire tant de voitures qu'on va pouvoir enlever de la circulation. Ça, ce sont des données qui leur parlent, qu'ils comprennent. Et donc on a fait en sorte que les données qu'on restitue à l'utilisateur final lui parlent soit dans ce sens-là. Le troisième élément, c'est l'aspect individuel et collectif. Donc les consommateurs, les citoyens, ils ont besoin de se situer par rapport à leurs voisins et par rapport à des foyers qui leur sont similaires. Donc c'est très bien, je consomme tant, j'arrive à faire des économies ou pas, mais que font les autres? Comment je me situe par rapport aux autres? Et donc nous, on a déjà fait un peu de big data, de data analytics au sein de notre plateforme dans ce sens-là, c'est-à-dire pouvoir segmenter un peu les utilisateurs, c'est-à-dire les mettre dans des catégories qui sont semblables et équivalentes, et puis leur dire, voilà, dans votre catégorie, voilà comment vous vous situez. Donc vous êtes assigné une sorte de rôle pour faire de la pédagogie, en fait, si je Alors comprends bien. c'était le rôle, quand on a demandé à nos sociologues de travailler avec nous, c'était pour dire oui, comment on peut apporter de la pédagogie et comment on peut faire comprendre aux gens quelle est la notion de l'énergie et comment ils peuvent être acteurs de leur consommation. Réaction là-dessus? Allez, Monsieur Fraisier. C'était donc juste pour appuyer les dires de Rita sur le fait qu'effectivement ce côté pédagogique il est central dans la valeur qu'on va transférer effectivement dans les données ou les informations qu'on va transférer aux clients, mais sur tous les types de clients. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'accompagnement de la donnée. Donc vers le client résidentiel, ça paraît assez évident pour tout le monde, mais vers aussi les acteurs qui peuvent être les gestionnaires de bâtiments et vers la collectivité. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qu'aujourd'hui qu'on cherche qui existent, qu'on cherche à définir, à spécifier, mais le côté on veut de la donnée et puis voilà, après on ne vient plus vous voir, c'est un peu dangereux. Il y a vraiment un besoin d'accompagnement et les acteurs énergie, enfin les gestionnaires de réseau, fournisseurs ou autres, peuvent effectivement doivent amener ce côté-là pédagogique pour justement accompagner l'utilisation qui sont faites des données pour être sûr que cette donnée est utilisée correctement par rapport à un besoin. Et l'expression du besoin est très très importante à ce stade-là.
Monsieur Gauthier, monsieur Adapetite là-dessus, rapidement. Oui, j'avais deux points à souligner. Donc effectivement, pour que tout projet fonctionne, il nous semble fondamental qu'on ait l'adhésion des consommateurs, en particulier au projet, Qui est un acteur qui est à un part acteur entière. central à part entière du dispositif. Et par rapport à ça, il nous semble que les élus locaux, connaissant bien leurs administrés, ont tout leur rôle à jouer. Alors, par rapport à ça, on a plusieurs dispositifs qui peuvent exister, qui peuvent être un relais dans le cadre des projets et de l'adhésion à ces projets. Ce sont les agences locales de l'énergie, bien sûr les syndicats d'énergie départementaux, intercommunaux, les grosses communautés d'agglomération qui sont sensibilisées sur le sujet, mais aussi toutes les commissions consultatives des services publics locaux qui permettent d'avoir un débat aussi sur ces sujets-là et qui nous semble une plateforme d'information intéressante. D'accord. Et deuxième point sur l'affichage des données, puisque ça a été mentionné par Egenco à l'instant, il y a 2 points qui sont à signaler. Dans le projet de loi transition énergétique, on a vu justement la mise en place significative d'un affichage des données à positionner dans le cadre du lieu de vie, pour avoir une maîtrise des consommations de la part des consommateurs. Pour l'instant, c'est circonscrit aux usagers précaires. On se demande au niveau de notre fédération s'il ne faudrait pas étendre le dispositif en termes de volontariat, en tout cas, pour que l'accès à ces données soit significatif et puisse réellement servir à la maîtrise de sa consommation d'électricité. Voilà les 2 points que je voulais soulever. Denis Lapetite, complément d'information. Oui, j'avais un éclairage, disons, de stratège, enfin un petit stratège, et une question à Monsieur Fraisier. Mais ce que vous dites là, pour moi, c'est ce qu'on appelle, si je repars dans mon 3e monde et dans un compartiment du 3e monde qui est disons, les logiciels éditeurs et c'est ce qu'on appelle de la BI, tout simplement. Donc la BI, c'est un mot que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, là, que j'ai compris quand j'étais commercial dans une entreprise. Et c'est en fait un truc qui a été créé à Toulouse en 1993 par une société qui s'appelait Business Objects, qui était un des brillants éditeurs français et qui faisait de la BI, c'est-à-dire de la Business Intelligence, c'est-à-dire tout simplement faire s'exprimer les chiffres, là, non pas d'énergie, mais dans des contextes plus de données commerciales et d'affaires des entreprises. Et donc actuellement, on voit dans d'autres secteurs, enfin je suis sur un projet dans les transports qui est là-dessus, et donc on voit que dans l'énergie, il y a une demande de BI transport, c'est-à-dire une demande que les chiffres soient exprimés d'une manière qui corresponde à la demande des autorités, des exploitants et des différentes... Donc, puisque vous êtes en train de répondre à ce problème, la solution que vous allez imaginer, est-ce que vous imaginez la garder purement pour Grenoble ou en faire un logiciel générique vendu à toute la planète ? Après, il se pose effectivement la question de la gouvernance. Enfin, nous, aujourd'hui, on développe un... À moins qu'Igenco l'ait déjà fait, parce qu'ils ont... Alors, Igenco est sur... Je pense pas, enfin bon, certaines... Commencez par répondre et puis on donnera la parole après à si vous voulez, madame. la plateforme, elle est faite... Bon, effectivement, c'est héberger des données, il y a un côté business intelligence qui est associé, mais l'idée, c'est bien effectivement déjà de faire une cartographie de l'état énergétique du territoire. Après, il y a un côté aide à la décision sur des décisions énergétiques, schéma directeur et autres, et de prédictif, enfin de projection de scénarios, et puis qu'on puisse les mettre à jour pour effectivement vérifier la bonne marche du schéma directeur qu'on a choisi, voir les dérives éventuellement, et corriger cela par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. La BI, c'est bien. Mais je vais appuyer sur le fait qu'effectivement, il faut accompagner et être sûr du besoin, parce qu'effectivement, on peut sortir un peu n'importe quoi, enfin, ou en tout cas ce qu'on veut, des chiffres. Et il faut bien savoir ce qu'on veut et ce qu'on manipule. Donc, dans l'énergie, il y a beaucoup de possibilités d'instrumentation. Il faut bien savoir ce qu'on mesure et ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'une donnée ou un kilowattheure, derrière, il y a quand même un bâtiment, une consommation. Il faut arriver à typer cette donnée d'énergie pour pouvoir l'utiliser correctement derrière. Et ce qu'on veut faire ici là, dans Ecossier, c'est aussi pas remonter de la donnée pour le plaisir de remonter de la donnée, c'est d'instrumenter au plus juste et d'arriver effectivement à instrumenter en fonction du besoin. Donc aujourd'hui, on se rapproche, on est plutôt en lien avec la collectivité là-dessus, parce que ça nous paraît être l'application la plus facile, entre guillemets. Et l'idée, c'est bien effectivement d'instrumenter sur opportunité. Et après, il y a un certain nombre d'autres opportunités qui vont se présenter. Le comptage communicant en est un, parce qu'effectivement, 100% des compteurs seront instrumentés à échelle 2024 pour nous. Vu qu'on a eu une petite ELD, on a un peu plus de temps pour déployer.
Mais d'ici 10 ans, globalement, on aura 100% des compteurs communicants. Et ça, c'est une opportunité pour développer autre chose. Après, les besoins collectivités d'aménagement ou autres, n'a pas forcément un besoin de 100% d'instrumentation. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on essaye de mesurer et pour pouvoir justement aussi faire tourner des modèles économiques. D'accord. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose là-dessus avant qu'on essaie de progresser un tout petit peu rapidement, Madame Chatila? Oui, alors sur les data analytics, au fait, nous, on préfère plus utiliser le terme data analytics que BI, parce que derrière... Pas de querelle d'experts. Oui, au fait, on estime que la donnée, nous, on n'a pas vocation à faire de l'analytics ou du BI pour mettre à disposition une solution de data analytics. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Notre vocation, c'est de travailler sur des usages réels, donc des cas d'usage spécifiques. Par exemple, le cas dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de pouvoir segmenter des citoyens, des consommateurs pour leur permettre de se comparer et donc d'avoir un suivi et un coaching qui est personnalisé. Ça, c'est un cas d'usage pour lequel, oui, on récupère de la donnée et on essaie derrière de la traiter. Un autre cas d'usage sur la gestion de la production, donc ce matin on en avait parlé. Oui, comprendre que demain, quand il va faire beau, comment produit un foyer et pouvoir lui dire demain vous pouvez, on vous conseille de lancer votre ballon d'eau chaude ou bien votre lave-linge ou tel usage de consommation à telle heure parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir le plus de production locale. Ça, c'est un autre cas d'usage pour lequel nous allons développer de la data analytics. Donc c'est de la data analytics appliquée à des cas d'usage bien spécifiques pour un usage clair et personnalisé. Un mot très rapidement. Un mot, donc c'est CRM. CRM. Je vais continuer à être pédant et à reprendre. Il y a la BI. Effectivement, j'aurais peut-être dû parler de business analytics avec ses compartiments. Il y a aussi le prédictif, enfin, ou voire maintenant, certains disent le prescriptif qui implique mais il y a un autre vieux mot, effectivement, c'est la CRM. D'ailleurs, pour faire juste une page d'histoire, puisque je parlais tout à l'heure de la France qui a créé Business Objects, l'homme qui a créé la CRM, ou un des grands créateurs de la CRM, c'est Thomas Sibel. Donc c'est un pré-numérique d'avant Google. Vous avez peut-être utilisé son merveilleux logiciel de CRM et qui a réinvesti avec C3 Énergie dans l'idée d'avoir les données de consommation énergétique de tous les bâtiments du monde, donc d'être une sorte de Google énergétique du monde, qui fascine d'ailleurs certaines entreprises françaises. Donc Thomas, je ferme la parenthèse sur Thomas Sibel, mais ce que vous dites en fait c'est une CRM, c'est-à-dire pouvoir remarketer, ou comme on dit parfois aux États-Unis, faire du smarter remarketing, pouvoir remarketer les gens finement en fonction de leur catégorie et tout ça pour faire évoluer leur comportement. Donc ça, c'est aussi de l'engagement, c'est aussi la dernière ligne de mes slides que j'ai oublié de commenter, mais cette start-up fantastique là qui s'appelle City Engines, qui grâce au pouvoir intégrateur du smartphone, donc vous avez votre déplacement et il vous redonne de l'argent sur le smartphone directement si vous vous décalez par rapport à la pointe de transport. Bon, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça dans l'énergie, parce que c'est assez facile à faire, et pourquoi je n'ai pas la consommation de ma maison dans mon smartphone. Ok. Alors, j'aimerais vous ramener un petit peu quand même, avant d'ouvrir une petite plage de questions-réponses avec la salle, sur le thème de notre table ronde, qui est comment s'engager finalement dans les projets Smart Grid. Alors, j'aimerais que vous nous apportiez une petite réponse là-dessus quand même, et on terminera sur cette question, parce que on a vu que tous les partenaires avaient un rôle déterminant dans tout cela, mais comment faire pour aller plus vite? On parle d'une certaine rigidité de ces acteurs, complexes également, où se trouve la planche des saluts pour aller plus vite et plus loin au milieu de ce maelstrom d'acteurs et de partenaires. Est-ce que quelqu'un peut apporter un élément de réponse là-dessus? Alors, nous, la réponse, comment on essaie toujours de voir les choses du prisme de l'utilisateur final. On s'est posé la question aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse l'utilisateur final? Donc toujours autour de cette question. Donc en revenir au consommateur. Donc, au bénéficiaire. Et donc à la notion de la maison connectée. Donc aujourd'hui, la maison connectée, elle commence par quoi? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est surtout les objets connectés. Donc des thermostats connectés, des montres connectées. Donc c'est ça qui rentre aujourd'hui dans le foyer. Donc la force au fait de notre plateforme, c'est de pouvoir dire à l'utilisateur, très bien, vous avez investi quelques centaines d'euros dans votre objet connecté, on va vous permettre d'apporter encore plus de valeur à votre objet là. Et donc vous pouvez faire interagir cet objet connecté avec votre foyer.
Par exemple, faire interagir un thermostat avec des points de présence, faire interagir un thermostat avec des montres quand vous n'êtes pas chez vous, ou avec d'autres objets connectés. Donc on est parti de là, et donc sur la base de toute l'offre Internet de l'énergie que nous avons déjà consolidée, sur laquelle nous avons une certaine légitimité, on construit maintenant ce pont-là vers toute l'Internet de l'objet, donc l'IoT, donc ce monde qui arrive, de façon à ce que pour l'utilisateur final, il n'y ait qu'une valeur d'usage, donc qu'il puisse bénéficier de tout ce que les développeurs peuvent imaginer en termes de services. Et pour nos clients directs, c'est de pouvoir donc, répondre à une de ces questions qui est l'acquisition, la fidélisation du client, et puis que l'énergie ne soit plus juste une commodité, mais qu'on puisse avoir une image innovante en tant que utilities, parce que nous avons créé un lien entre vous et l'Internet des objets qui séduit l'utilisateur final. Tout le monde est à peu près d'accord avec cette analyse, cette vision. Un mot, puis après, Effectivement, je crois que on fera appel au public. Le côté client, il est très important. Et nous, on l'avait vu dans Greenlist, où effectivement, nous, on avait pris plutôt une casquette distributeur, et où on a testé du matériel, parce qu'on a accès au terrain, on a accès à nos clients aussi, avec un lien client qui est un lien de proximité. Là aujourd'hui, donc, ce qu'on fait dans le projet Ecocité, par contre, c'est qu'on a besoin, on a toujours besoin de ce lien client, c'est quand même assez important, mais ce client-là, il est élargi, donc on retombe sur la collectivité. Et il me semble que la collectivité peut être un facilitateur, comme peut l'être l'ELD ou le gestionnaire de réseau, est un facilitateur pour mettre en route ce genre de... L'est-il ? Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce que suite aux élections. Alors nous, Grenoble, on a un cas un peu particulier, mais c'est-à-dire qu'on a donc c'est les Verts qui sont à la mairie à Grenoble. Oui. Donc l'énergie est une vraie thématique stratégique au niveau politique. Mais même au-delà de ça, je pense que voilà, on le voit par la loi de transition et autres, l'énergie, ça intéresse quand même beaucoup de monde. D'accord. Et ne serait-ce que par les schémas directeurs que vont mettre en place les collectivités. Ça va effectivement donner une visibilité aux industriels et aux émanations de la ville, que sont les gestionnaires, enfin les ELD ou les autres émanations de la ville, pour aller un peu plus loin et mettre en place quelque chose de pérenne. Nous, donc, du coup, sur la plateforme qu'on met en place, l'idée c'est que ce soit réplicable, c'est pas que ça reste uniquement à Grenoble et que ça vivote ici, c'est bien que ce soit un outil qui puisse être répliqué dans d'autres villes et d'autres territoires, avec effectivement des briques qu'on peut mettre ou enlever en fonction des besoins. Mais la collectivité a un vrai pouvoir effectivement de lancer et de donner cette visibilité-là aux industriels, sachant qu'effectivement, en plus, la collectivité va pouvoir nous aider sur l'accompagnement client par les agences locales de l'énergie, et les industriels autour pourront donner de la visibilité sur les startups, sur les technos, et donc il y a une vraie collaboration à avoir entre la collectivité et l'écosystème industriel autour. Bon, je pense que M. Gauthier, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec ça. J'imagine. Un point, on a beaucoup parlé d'énergie et de smart grid lié à l'électricité. Nous, quand même, on voulait élargir un petit peu le débat, et il nous semble que pour les collectivités, il y a un point fondamental, c'est la gestion et le pilotage de l'ensemble des services publics. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'occupe aussi de l'eau, de l'assainissement, du gaz, de l'éclairage public, etc. Il y a un vrai besoin, nous semble-t-il, de vision globale de la politique des services publics sur le territoire et l'aménagement du territoire dont on charge les élus. Et à ce titre-là, on a mené une réflexion fin 2013 sur le sujet pour savoir quel était le positionnement des collectivités face à l'émergence des objets communicants et des services publics en réseau. Et à ce titre-là, nos élus ont abouti à la vision du système qui est la création ou la proposition de création d'un service public local de la donnée qui permette d'avoir accès à l'ensemble des données des services publics, et que ce ne soit pas un silotage par activité, mais plutôt une vision globale du pilotage de la ville et des territoires en termes de services publics vis-à-vis des administrés. Voilà, précision utile et importante. Merci. Alors voilà, on consacre quelques minutes à un petit échange avec vous, donc sur cette problématique des acteurs, dont on voit qu'évidemment elle est importante pour faire avancer le schmilblick. Qui veut poser une première question ou faire part d'une réflexion personnelle ? Non ? Ah, merci. La digestion est
est lente. Je me lance, mais j'aurais plus rien à dire à la table de ronde qui arrive après. Hein. Donc, Faites court. Simplement, j'ai l'impression ici qu'on parle assez peu de services de proximité. Le service, j'entends des gens qui se mettent à disposition des gens et qui font de la médiation et qui ne sont pas que des solutions technologiques. Donc Igenco, j'entends que vous travaillez souvent en marque blanche pour un certain nombre de grands acteurs, des utilities, des fabricants de matériel d'ailleurs. GEG, je voulais savoir quelle est la nature de l'ambition que vous pourriez avoir là-dessus, parce que le retour qu'on a aussi sur toutes les expérimentations, c'est qu'il y a une demande et un besoin de médiation physique, de bonhomme, quoi. Les gens ont besoin de voir des gens qui leur parlent de ce que c'est que l'efficacité énergétique, et pas simplement de machines, quoi, qui leur parlent de ça. C'est vrai que nous, on a un acteur local. Hein. Grenoble, c'est un petit territoire, même si on élargit à la métro. Donc puis en plus, on est une entreprise intégrée, donc on est effectivement... On a des gens qui sont en lien avec les clients finaux, que ce soit côté gestionnaire de réseau, donc Gazélec, ou fournisseur, tarifs réglementés en particulier. Et du coup, effectivement, on est vraiment en lien avec le client, avec des conseillers en maîtrise de l'énergie, avec des gens qui sont en relation directe. On est en lien aussi avec tout ce qui est assistance sociale de la ville, puisqu'on fait un fort travail sur tout ce qui est précarité énergétique. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une ambition, c'est d'adresser cette partie-là de la population en priorité. Après, on voit qu'on est, quand on regarde un peu les projets qui sont en cours, on est un peu sous-dimensionné de ce côté-là, même en étant un acteur local et en ayant cette vocation-là de lien avec le client final. Et du coup, l'idée, c'est de se rapprocher des associations locales, dont l'ALEC, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat sur Grenoble, et donc de créer plus de liens avec ces agences locales pour accompagner les clients, et effectivement avec un regard aussi qui peut être un peu plus neutre vis-à-vis du client final, puisque nous, quand on arrive, on est effectivement estampillé GEG, comme soit gestionnaire de réseau ou comme fournisseur. Et donc tout de suite, il y a le côté facture qui arrive, et donc les dialogues sont des fois un peu biaisés peut-être avec les clients finaux, ce qui n'est pas forcément le cas avec les agences locales de l'énergie. Donc l'idée, c'est bien de créer de la coordination avec ces agences locales, ces associations, pour effectivement garder le lien autant que possible avec les clients finaux, qu'on a nativement en étant un acteur de proximité sur Grenoble. Monsieur à la petite, prenez le micro. Je voulais apporter un élément de réponse, c'est que est-ce que la réponse que vous faites là, c'est... Et un peu la question aussi, c'est pas une réponse, c'est une question du vieux monde. Parce que si on est dans le nouveau monde, la manière dont on répond à cette question, c'est que les gens qui ont besoin d'avoir de l'information, de partager entre eux, s'organisent dans des sortes de petits groupes sociaux, de groupes de commentaires, et il y a une animation sociale. Et c'est par un petit réseau social et des moyens numériques qu'on arrive à répondre efficacement à ces questions. On a effectivement on est présent sur les réseaux sociaux, de même. Mais ça, je suis d'accord, mais il y a quand même des acteurs dont on ne parle pas du tout à ce stade, qui sont extrêmement importants dans l'écosystème, qui sont les artisans, les prescripteurs, qui aujourd'hui font un travail de proximité et qu'on devra intégrer dans les dispositifs. C'est des gens qui sont importants parce qu'on sait que c'est des vecteurs aussi de sensibilisation. Donc à un moment, quand vous avez un thermostat, une chaudière gaz, tous les ans, vous avez quelqu'un qui passe chez vous pour régler votre chaudière. Et ça, on peut inventer toutes les technologies numériques qu'on veut. Ce sera probablement, ça se pérennisera. Donc cette question-là, elle se posera. Et on sait que l'intensité émotionnelle, la charge émotionnelle d'une relation avec quelqu'un qui vient chez vous est souvent beaucoup plus importante que tout ce qu'on peut faire par ailleurs en digital. Donc c'est un élément qui est à prendre en compte dans les équations. Alors nous, on le prend en compte dans le projet Ecocité qu'on veut effectivement pré-industriel, donc en vue d'une solution cible. Et typiquement, les thermostats connectés, ces gens-là, ils ont des partenariats aussi avec les chaudiéristes. Et donc nous, en tant que gestionnaire de réseau gaz, on a aussi des partenariats avec les chaudiéristes pour des actions de développement du gaz notamment. Et c'est effectivement des liens qu'on garde. Mais l'idée, c'est effectivement, là, c'est une question qui est centrale, c'est de dire on ne peut pas avancer tout seul. Et c'est une coordination avec l'ensemble des acteurs. Et donc sur les acteurs industriels, effectivement, nous, on est mieux placés, on va dire, que la collectivité, en tant semi-industriel aussi. Et on connaît ces startups, on connaît les installateurs, que ce soit en gaz, en élec. Par contre, il faut qu'on s'appuie aussi sur la collectivité pour le lien associatif et citoyen. Et donc, il y a effectivement un binôme, quelque part public-privé, à mettre en place pour arriver, pour aller jusqu'au bout du projet, quoi.
Autre réaction là-dessus? Non? Bon, on va considérer qu'on a dit donc beaucoup de choses et qu'on a été plutôt complet. Merci beaucoup, Madame et Messieurs, pour cette nouvelle table ronde. Merci pour eux.